En fait, à 1 an, j'ai subi une opération du cœur, une opération à cœur ouvert. C'est une tétralogie de Fallot. C'est ce que j'ai. C'est la maladie du sang bleu. C'est en gros, pour faire succinct et court, c'est le sang oxygéné et le sang non oxygéné qui se mélangent. Et c'est un problème de valve et de communication. Et donc, mes parents s'en sont rendus compte parce que quand je m'excitais, rigolais, m'énervais un petit peu, je cyanosais, en fait, je devenais un peu tout bleu. J'avais 1 an, c'était en 73. J'ai tendance à dire que je suis le premier opéré à cœur ouvert à cet âge-là, à cette période-là. Mais en fait, depuis que le bouquin est sorti, j'ai énormément de témoignages et du coup, c'est assez compliqué de savoir qui est vraiment le premier dans tout ça, quoi. Mais bon, c'est pas un concours. Mais donc ça, c'était vraiment le postulat de départ. S'en est suivi ce que sont à peu près les 30 premières pages du bouquin, c'est-à-dire une enfance à peu près normale, avec des visites chez le cardio et ce genre de choses. Et puis quelques petites légendes voilà, liées à la cicatrice que j'ai. Pour moi, ça n'a jamais été ni un traumatisme, ni ça m'a handicapé dans quoi que ce soit. J'ai eu vraiment une adolescence et une vie tout à fait normale. Mais aussi parce que finalement, ayant été opéré très très jeune, finalement j'en ai pris conscience vers, je sais pas, 4-5 ans. Parce que je vois que les amis n'ont pas ce genre de choses, n'ont pas cette cicatrice-là. Mais au final, vu qu'elle ne m'handicape pas, il n'y a rien de traumatisant. Et du coup, on se crée des histoires et des légendes par rapport à ça. Et puis, en fait, s'il y a eu matière à faire un livre, c'est que en 2016, lors d'une session de football, parce que je rejoue au foot, etc., et d'un seul coup, en fait, mon cœur s'emballe vraiment beaucoup plus que d'habitude. Je contacte mon cardiologue et mon généraliste, et les deux me disent qu'il faut qu'on se voit urgemment. Donc on comprend à ce moment-là qu'il y a un petit problème. Et après, suite à une série d'examens, je vais être opéré à nouveau. Il y a eu beaucoup de prises de notes et c'est ce qui a donné le livre, en fait. Je suis pour la première fois auteur complet. J'ai fait 18. Avant ça, j'ai fait 18 bandes dessinées avec plein de scénaristes, des grands scénaristes de bandes dessinées en règle générale. Donc j'ai toujours eu quelqu'un sur qui m'appuyer. C'est beaucoup plus facile quand on vous livre l'histoire, quand on vous livre voilà, l'ensemble. Là, d'un seul coup, je me lance dans un truc, je ne sais pas dans quoi je me lance, en fait. Je sais que je commence à prendre des notes, beaucoup, énormément de notes, pour pas oublier, ça c'est un premier point. Et d'ailleurs, je commence ces notes en disant que je ne sais pas ce qui va en ressortir de tout ça. Je ne sais pas s'il en ressortira quelque chose d'ailleurs, parce qu'au départ, c'était vraiment juste très égoïstement pour moi, en fait, de me rappeler. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, en janvier, j'ai cette alerte. De janvier à septembre, on fait plein d'examens. Et en septembre, j'apprends qu'on va opérer à cœur ouvert. Voilà. Et à ce moment-là, je percute que de janvier à septembre, j'ai pris aucune note, parce que je ne pensais pas que ça allait être cette issue-là. Et je me rends compte que je me rappelle finalement oui, des examens que j'ai faits, mais pas en détail. Et déjà, je me rappelle même plus de la chronologie. Et là, je me dis, il faut que je prenne des notes, parce que sinon, en fait, on se rend compte quand on prend des notes qu'on va s'attacher à des détails, on va s'attacher à des heures, on va s'attacher à des dates, et à des détails, des ressentis, à des feelings, qu'on oublie en fait. Après, ce qu'on va se rappeler, c'est qu'on a fait une IRM, qu'on a fait un test d'effort. Mais le reste, l'angoisse qui est avant, ou pas, ou qu'est-ce qu'on fait avant, après, ça, on s'en rappelle plus. Et du coup, j'ai commencé à prendre beaucoup de notes. Donc c'est ce que je dis, c'est que je prends des notes, je ne sais pas ce qui va en ressortir. Et l'idée du roman, elle est venue parce que je ne me sentais pas capable En fait, je déteste globalement dessiner le monde moderne. Sur les 18 albums que j'ai fait avant, c'est toujours de la fantaisie, parce que je déteste dessiner les voitures, les immeubles, tout ça et tout. Et alors là, je me dis, si je fais un bouquin, ça va être un gros bouquin. J'ai aucune envie de dessiner 100 ou 200 pages d'hôpital, quoi, en fait. Parce que là, pour le coup, en plus, c'est même plus un immeuble, c'est un huis clos dans un univers comme ça. Et donc je réfléchis à tout ça et je me dis qu'à la limite, le décrire, je pourrais le décrire. Mais après, n'ayant jamais fait de roman, à un moment donné, quand j'y ai réfléchi sérieusement, je me suis dit, mais c'est impossible, quoi, en fait. Parce que pareil, je sais même pas comment ils font, en fait. Est-ce que toutes les 10 pages, ils relisent depuis le début? Est-ce que c'est toutes les 100 pages, on relit depuis le début? Combien de fois il faut relire son roman pour en être... Enfin, voilà, je veux dire, une BD, moi, celle-là, je l'ai relue 50 fois, 100 fois, quoi, en fait, quoi.
Mais un roman, si je dois lire 100 fois un roman, je sais pas, ça va me prendre 10 ans, quoi. Donc voilà, donc je voyais pas l'issue, en fait. Et puis en fait, c'est au fur et à mesure des notes, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce que je sais faire, c'est la bande dessinée. Et c'est là où j'ai commencé à mettre en image un petit peu, d'abord des séquences, plein de séquences, des choses dont je me rappelais. Et puis à un moment donné, j'ai tout mis sur mon ordinateur, toutes ces séquences, et j'ai commencé à les agencer, et puis après à faire des liens. À un moment donné, on a envisagé quand même de faire... Au début, je voulais faire tout dans le désordre. C'est-à-dire que revenir sans arrêt, faire des flashbacks, etc. Voilà, ça se fait, c'est une manière de faire aussi. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, ça va déjà être dense, ça va être compliqué à suivre, voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de perdre encore le lecteur avec je suis jeune, je suis plus jeune, je suis vieux, etc. Donc on s'est dit, non, on va faire chronologique, basique, parce que sinon ça va être... Déjà, je sentais qu'on avait quelque chose de dense. En fait, le principal challenge quand on fait un bouquin comme ça, c'est d'essayer de ne pas perdre le lecteur. En fait, si le lecteur, à un moment donné, il se demande s'il a fait ses courses pour le soir, si le lecteur, il se dit que mince, il aurait bien continué à regarder une série, ou alors s'il arrête, c'est qu'on a raté notre défi, en fait. Donc, le tout, c'est d'arriver à imbriquer les choses pour que ce soit, ou que le lecteur, quand il tourne la page, il a envie d'aller à la suivante et il ne se pose pas d'autres questions. L'hôpital, c'était un univers aussi. C'est pas juste l'hôpital, c'est un univers complet, qui peut être, je trouve, aussi intéressant que finalement une aventure en forêt ou peu importe en fait, quoi. Et d'ailleurs, on le ressent vraiment dès le moment où on rentre pour une hospitalisation un peu lourde. On va oublier tout de suite tous les petits tracas du quotidien, justement, notre facture d'électricité, nos SAN aussi. D'un seul coup, il y a autre chose qui devient important, et ce qui est à l'extérieur de l'hôpital, à la limite, ne les bême plus du tout, en fait, finalement. Dans ces milieux-là, en fait, malgré la gravité de la situation, malgré tout ça, il y a de l'humour aussi. Il y a de l'humour, il y a de l'humain, en fait, finalement. C'est une aventure humaine, en fait, finalement, avec ses hauts, ses bas, et c'est là où c'est intéressant de prendre des notes, parce qu'en fait, c'est tous ces petits détails, toutes ces petites choses qu'il faut noter. Après, moi, ce que j'ai décidé, parce qu'effectivement, il faut choisir un angle d'attaque, il faut choisir comment le faire, c'est j'ai pas voulu être technique, parce que déjà, c'est pas moi, je m'y connais pas, je suis pas docteur. À un moment donné, il a été question, je sais que mon éditeur aurait bien aimé qu'il y ait peut-être 10 pages sur l'opération, qu'on explique l'opération, parce que c'était quand même le sujet du bouquin, quoi. Et moi, je lui dis, bah non, parce qu'en fait, c'est mon point de vue, et mon point de vue, l'opération, je l'ai pas connue, en fait, quoi. Je me suis endormi, je me suis réveillé. Voilà. Entre-temps, il y a eu l'opération, et elle a duré 7 heures, 8 heures, mais voilà, moi, je l'ai pas vue, quoi. Et après, en ce qui concerne de se mettre à nu et tout, en fait, dès le moment où on prend la décision de faire un truc autobiographique, qui plus est sur l'hôpital, etc., c'est soit on est prêt à tout faire, soit on le fait pas, en fait. Et moi, si dans mon bouquin, j'allais pas me mettre tout nu, j'allais pas dans tous les sens du terme, finalement, c'était pas la peine de le faire. Je veux dire, si je veux pas me dessiner en train de pleurer, si je veux pas, c'est pas la peine, il y a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, ça veut dire qu'on élude tout ce qui ne nous va pas, et en fait, finalement, on va en faire un truc sans saveur, quoi. Voilà. Je pense que ce qui fait que le bouquin a réussi à toucher les gens, parce que c'est les retours que j'ai de beaucoup de personnes, c'est parce qu'en fait je décris vraiment les choses telles qu'elles sont et telles que je les ai ressenties, finalement. Alors la couverture, c'est marrant parce que pendant 80% de la réalisation du livre, c'était le derrière, la couverture. Voilà. C'était ce qu'on appelle la 4e de couve, donc le derrière du livre, c'était moi de dos qui voit l'horizon, et j'avais les fesses à l'air, parce que c'est vrai qu'à l'hôpital on a souvent les fesses à l'air, et vraiment le livre, il était fait comme ça, voilà. Parce qu'en fait on dit souvent que tant qu'on n'a pas la couverture d'un livre, on ne sait pas à quoi ressemble le livre, on n'arrive pas à l'appréhender, en fait, finalement. Donc ça là, je l'ai fait assez tôt et j'en étais très content. Et puis comme ça arrive souvent, il y a beaucoup de discussions qui se font du côté de l'éditeur, entre des commerciaux, de tout ça et tout. Et à un moment donné, il y a mon éditeur qui m'appelle, qui me dit, mais genre 3 semaines, 1 mois avant de rendre le livre, hein, qui m'appelle et qui me dit, écoute, c'est pas la bonne couve. Ouais. Et là, le problème, c'est qu'en fait, dès qu'on nous dit ça, on sait qu'on va être à court d'arguments. C'est-à-dire qu'eux, ils en ont discuté pendant des heures et des heures. Ça sert à rien de commencer à lutter. Et surtout, dès que le doute s'installe,
En fait, s'il s'installe pour l'éditeur, s'il s'installe pour le commercial, il va s'installer chez le lecteur à un moment donné, il va s'installer, et une mauvaise couve, c'est une mauvaise couve. Et du coup, j'ai très vite réfléchi, et en fait, en discutant, on s'est dit, et si on prenait le contre-champ finalement de ça. Et au début, c'était à peu près le même cadrage, et puis après, j'ai dit, bah non, pour accentuer ce côté, on va zoomer en arrière pour avoir vraiment cette petite lumière au milieu de la nuit, parce que finalement, c'est ce que j'ai ressenti assez souvent, en fait. Ça m'est arrivé un nombre incroyable de fois, comme on disait tout à l'heure, de se sentir seul, quoi, en fait. Seul face à soi-même, et puis avec surtout, effectivement, toujours cette vue vers l'extérieur, et ce fantasme d'y aller à un moment donné, quoi, en fait, quoi. Parce qu'en fait, il y a eu plein de challenges. C'est-à-dire que c'était pas juste faire un livre tout seul, ce qu'on appelle auteur complet. C'était aussi faire un livre de 200 pages. Jusqu'à présent, j'avais fait que des livres de 46 pages, 50 pages. D'un seul coup, 200 pages, c'est compliqué. C'est-à-dire que 200 pages, c'est ce que je dis toujours, mais 200 pages, elles ne rentrent pas sur l'écran d'ordinateur. 50 pages, on peut les mettre à peu près pour voir un petit peu la progression de la narration. 200 pages, ça devient un casse-tête, c'est séquence par séquence, etc. Et après, ce que ça m'a montré aussi, c'est que j'avais fait je sais faire des couleurs, je fais régulièrement pour une illustration ou ce genre de choses des couleurs, mais 200 pages en couleur sur une BD entière, j'avais jamais fait non plus. Donc, ça m'a pas changé ma façon de dessiner, ça m'a permis d'adapter mon dessin à quelque chose comme ça, parce que malgré tout, je l'ai adapté un petit peu. Mais surtout, ça m'a montré que je pouvais le faire. Voilà. Et ça, c'est un truc qui... C'est vrai qu'il y a quand même une satisfaction. Je suis hyper content de tous les autres bouquins que j'ai fait avant, évidemment, c'est pas la question, mais quand on fait tout seul, on a de compte à rendre qu'à soi-même, quoi, en fait. Puis je suis content parce que j'ai eu vraiment le bon éditeur sur ce livre, là, Dupuis, et puis avec Frédéric Nifle, en fait. Et je suis content parce je pense que c'était important de trouver le bon éditeur. C'est toujours important de trouver le bon éditeur, mais je pense que mon bouquin, il était là. Et j'aurais fait mon bouquin tout seul, il aurait été là. Et avec lui, il est arrivé à ça, en fait. Parce que, en fait, il a remis en cause sans arrêt toutes les choses que je pensais acquises, toutes mes manières de faire, les envies que j'avais, etc. Lui, il les a toujours, voilà, il a toujours bousculé. En fait, il s'est mis à la place du lecteur le plus bête du monde. Et en fait, toutes les 2 pages, il me disait, mais là, je comprends rien. Là, toi, tu comprends ce que tu as fait, mais moi, je comprends rien. Voilà. Et là, tu vas où et pourquoi tu fais ça? Et là, pourquoi tu doutes? Et en fait, il se posait des questions que moi, je ne me posais pas tellement. Quand on est dans notre truc, on avance tout seul. Et en fait, ça m'a permis d'apporter des réponses. Et je pense que si les gens me disent qu'ils lâchent pas le livre, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'en fait, il a permis cette fluidité, en fait. Et c'était vraiment énorme. En fait, c'est vrai que quand je fais un album, ce qui me motive pendant la réalisation de l'album, c'est justement la projection de la sortie, en fait, de cet album. C'est un peu la cerise sur le gâteau. En fait, on fait un job qui est assez que j'adore. Je changerais pour rien au monde, mais qui est assez solitaire, en fait. On est tout seul à notre planche à dessin. Alors oui, on a beaucoup de contacts avec beaucoup de collègues, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a les réseaux, il y a tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand on est sur un album, on a de suite une date de fin d'album et une date de sortie. Et cette date de sortie, ben, on sait qu'à cette date-là, il y aura le festival d'Angoulême, le festival de Saint-Malo, et puis on commence à être contacté par un tel, un tel. En plus, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans un réseau où je vais beaucoup à l'étranger, donc j'ai été un paquet de fois, Guadeloupe, Réunion, Martinique, Guyane, tout ça. Et c'est vrai que c'est des choses, bah oui, quand vous êtes sur l'album et que vous vous dites, bah, je le termine à temps, et puis 2 mois après, je pars au Canada ou je pars là, etc., pour le défendre, c'est génial. Et du coup, c'est vrai que ça aide à avancer, ça aide à être sérieux aussi à son boulot. Moi, je me pose pas de questions, je fais mon album, j'essaie de le rendre à temps. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau, c'est de retourner voir les collègues, de voir tout ça. Quand j'étais hospitalisé, et ben en fait, quand j'étais sur mon lit, on m'avait dit dès le départ, en gros, il vous faudra en tout 3 mois. Il faut 3 mois pour être de nouveau à peu près à 100%, pour être bien à nouveau, en fait. Et du coup, bah moi, faut pas me le dire 2 fois, c'était cette chose-là. Et en plus, j'ai vraiment calculé. Voilà, je suis rentré à l'hôpital là et je me dis, bah 3 mois, c'est Angoulême. Voilà. Il y avait Angoulême qui arrivait là.
J'ai d'ailleurs pris tout de suite une place de concert pour Green Day à Bercy, donc c'est quand même le gros truc tout de suite qui représentait les 3 mois aussi. Voilà. Comme je suis quelqu'un qui fait énormément de concerts et tout, donc c'était vraiment voilà, donc il y avait des objectifs et en fait quand j'étais dans mon lit d'hôpital, ben, je me dis voilà dans 3 mois je pourrais faire ça et en fait quand à un moment donné je me suis demandé comment terminer ce bouquin, bah, vu que j'ai attaqué cette petite séquence où je racontais justement la fin d'un album, et ben j'ai pensé à ça et je me suis dit mais ouais mais c'est évident quoi en fait c'est terminé sur ce qui m'a permis de tenir, en fait, finalement, de me retrouver en famille, de voyager à nouveau, de faire ça, de faire ci. Et ça m'a paru être une fin, effectivement, un peu aérienne, comme ça, que j'ai trouvé très chouette. Et ce qui me fait un peu sourire en ce moment, justement, c'est que finalement, je me rends compte à quel point j'étais dans le vrai, en fait, finalement, quand je vois la situation actuelle. Et en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font tous en ce moment avec le Covid? C'est qu'ils ils se projettent. Ils se projettent cet été à aller à la mer, ils se projettent l'hiver prochain à aller au ski aussi. Et si les gens, on leur dit dès maintenant que l'hiver prochain, il n'y aura pas de ski, que cet été, il n'y aura pas de plage, ben les gens, ils vont pas tenir, en fait, quoi. Et en fait, ce qui aide à tenir, c'est cet espoir. Et moi, c'est ce qui m'a aidé à tenir finalement à l'hôpital, c'est l'idée d'aller à Tokyo pour aller faire des Invaders, c'est autre chose, etc. Mais voilà, non, mais j'ai adoré parce qu'en fait, les Invaders, c'est un street artiste, etc. Et il en a mis un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que j'ai eu ce fantasme à un moment donné d'aller à Tokyo pour faire ça. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai pu le faire. Et en fait, dans le livre, j'ai dessiné d'après photo, en fait, finalement, le Invader où il est, et je me suis mis en scène devant. Et finalement, il y a 2 ans, quand j'étais à Tokyo, je me suis retrouvé à cet endroit-là, vraiment, à pouvoir refaire la case de ma BD, en fait, 2 ans après. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, finalement, voilà, tout en allant bien, etc. Donc, voilà, c'est vraiment le genre de choses qui aident à tenir. Et finalement, j'avais trouvé la fin de mon livre, quoi. Il faut savoir que quand on fait de la bande dessinée, on ne fait pas un projet, on termine le projet, puis après on réfléchit à ce qu'on va faire. En fait, quand on fait le projet, on est déjà sur l'autre aussi, hein. Pareil, on se projette, on peut pas, on peut pas se permettre, enfin du coup moi en tout cas, je peux pas me dire bah tiens je vais terminer et puis après je vais commencer à réfléchir et tout, etc. Je vais pas perdre 2-3 mois à réfléchir à ce que je vais faire quoi en fait. En fait, en fait à chaque fois que je bosse sur un album, je me dis justement pareil, je me projette, je me dis bah tiens quand je termine je vais me prendre 2 semaines. Puis en fait finalement je termine l'album, et puis le lendemain j'attaque l'autre. Je veux dire en fait je vois pas l'intérêt de prendre 2 semaines pour prendre 2 semaines. Donc finalement les jours je les prends quand il faut les prendre, quand justement quand on me dit bah est-ce que tu es libre pour partir 2 semaines au Canada, là je dis oui. En fait je suis tout le temps libre finalement pour ces trucs là parce que j'ai une régularité sur le boulot qui fait voilà. Mais tout ça pour dire qu'au moment où on est sur le bouquin, on est déjà sur l'autre, on a des discussions. Alors moi, je mène pas plusieurs projets de front, parce que déjà j'ai la chance que mes albums fonctionnent à peu près correctement, donc j'arrive à en vivre. Par contre, ce que je fais, c'est que je m'autorise des petits à côté. Là, la semaine dernière, c'est sorti les 30 ans de Sinsemilia, et ça fait 2 albums où je fais toutes leurs pochettes, l'habillage, etc. et tout. Et, et ça, c'est un truc que j'adore. En fait, j'adore parce que j'adore la musique et j'ai déjà travaillé pour TFN, pour Renault aussi dernièrement. Et en fait, j'adore mêler mes 2 passions finalement. Et j'aime bien parce que c'est d'un seul coup, c'est complètement un autre travail. C'est un travail de dessinateur, mais de graphiste. Pour Sinsemilia, c'est ma femme qui va faire toute la typo, donc du coup ça devient un truc aussi, un petit objet commun à la famille, et ça je trouve ça chouette. Et puis en plus à force de relations, c'est devenu des amis aussi, donc voilà, c'est vraiment des côtés que j'adore. En fait j'aime bien quand mon job me permet finalement de faire autre chose en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que faire de la BD c'est bien, mais il y a un petit côté aussi très répétitif malgré tout, satisfaisant mais répétitif. Et quand finalement je suis contacté pour faire complètement autre chose, je trouve ça vraiment chouette aussi. En fait, quand j'étais petit, depuis que j'ai à peu près 10 ans, je sais que je veux faire du dessin.
Voilà, ça, c'était... voilà. Mon père est dessinateur, j'ai toujours su que je voulais faire du dessin. Le seul truc que j'avais pas compris, c'est que finalement, des écoles et des classes, il y en a beaucoup, en fait. Donc, des bons dessinateurs, il y en a énormément, finalement. Euh, Bref, je me suis retrouvé au Gobelin, un petit peu par accident. C'était une école de dessin animé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge de 14 ans, j'ai su que je voulais faire de la bande dessinée. Voilà. C'était mon but. Mais en fait, il y a pas vraiment de formation en bande dessinée. En Belgique, il y a Saint-Luc, etc. En France, il n'y avait pas grand-chose. Mais j'avais un collègue qui avait fait les Gobelins et qui m'a dit tu devrais passer le concours parce que c'est une super école et tout. J'ai passé le concours, j'ai été pris. J'ai fait 2 ans au Gobelin, puis j'ai fait un stage chez Disney, j'ai été pris chez Disney. Et je me suis retrouvé dans le dessin animé complètement par hasard finalement. Je dis toujours c'est un accident de parcours heureux parce qu'en fait pour moi ça a été la meilleure école de dessin qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire quand on bosse pour Disney, on se retrouve avec des talents qui sont incroyables quoi en fait. Mais même dans la bande dessinée, il n'y a pas ça quoi. C'est bosser avec les meilleurs du monde, c'est vraiment et puis sur des films. Voilà, à cette époque-là, j'ai repris goût en fait au dessin animé vraiment. Et puis après, c'est des trucs privilégiés quand on bosse sur le Bossu Notre-Dame. Eh ben, on va voir Notre-Dame mais en visite privée quoi en fait. Voilà, enfin tout est en démesure Disney quoi finalement. Donc c'est avec des fêtes à chaque fois, à chaque fin de film, des fêtes complètement indécentes sur les Champs-Élysées, sur les toits des Champs-Élysées, des trucs comme ça. Non, c'était génial. Et à tel point qu'en fait, j'en ai oublié finalement mon but principal qui était de faire de la bande dessinée quand même, parce que c'était ce que je voulais faire. J'ai passé 10 ans chez Disney à me régaler. Et puis à un moment donné, je me suis quand même rappelé que... En fait, j'ai commencé à frustrer malgré tout, parce que finalement, les premières fois où on va au cinéma et qu'on voit notre nom au générique, c'est énorme, quoi. C'est vraiment un instant magique. Et on est là, on fait waouh, j'ai participé au Bossu Notre-Dame, à Tarzan, à tout ça, et on regarde notre nom, et voilà. Et à un moment donné, en fait, on prend conscience quand même que notre nom au générique, il est un parmi 1000 ou 2000 personnes. En fait, on est un chaînon d'une chaîne immense. Et puis surtout, on est un chaînon remplaçable. C'est-à-dire que si jamais je m'absente pendant 6 mois, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre prendra ma place et fera les dessins que j'étais censé faire, en fait. Et donc, je me suis lancé dans la bande dessinée et j'ai eu la chance que ça fonctionne assez bien parce que, en fait, on est plusieurs de chez Disney à être sortis, à avoir sorti des bandes dessinées au même moment. Et en fait, on n'a pas eu le même parcours qu'ont les gens qui font de la bande dessinée. En général, ils commencent un peu par le fanzine, puis ils font un premier album qui marche pas, un deuxième qui marche peut-être pas, avec personne en dédicace, etc. Nous, on est arrivés, en fait, nous, je dis ceux de chez Disney, on est arrivés, on avait un savoir-faire professionnel. Ce qui fait que dès le premier album, il n'y avait pas les lacunes qu'on peut avoir quand on commence, finalement. Et en fait, dès les premières dédicaces, on a eu énormément de monde. Et en plus, les médias aiment bien faire des écoles. Et du coup, il y a eu, à un moment donné, je me rappelle de toute la presse qui disait ces anciens de chez Disney qui viennent voler le travail des auteurs de bande dessinée, en fait. Et du coup, ça a très bien marché, ça s'est très bien passé. Et voilà. Et puis, il y a quelques années, Jacques Glénat, j'ai entendu parler du projet de Glénat de demander à des auteurs de bande dessinée de réaliser un album, en fait. Il avait réussi à obtenir de la part de Disney l'autorisation qu'on fasse notre propre album, avec tout de même sans non plus faire n'importe quoi, évidemment, avec respect. Et là, j'ai adoré cette idée parce que finalement, ça me permettait de revenir à cet amour pour Disney, mais cette fois-ci en ayant mon nom générique tout seul, quoi, finalement, ou avec Trondheim en l'occurrence. Et ça, c'était vraiment chouette, c'était un beau pied de nez parce que je suis parti de Disney un peu à cause de ça, pour ce manque de liberté. Et là, on m'offrait, Jacques Glénat m'offrait sur un plateau la possibilité de réaliser ça, en fait, quoi. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. Donc, il y a eu 2 albums et ça, j'en suis très content.